rencontré Arthur Lebeau à Amiens, dans un congrès donc Donc ça c'est Didier Doré qui parle. Et à l'époque, je crois qu'il n'avait pas... il avait écrit quelques articles dans la revue L'Astrologue. Et bon, il n'avait pas encore formalisé tout à fait son travail. Moi j'ai trouvé ce travail intéressant, à plusieurs points de vue. D'abord parce que il y a une recherche scientifique derrière, et je trouve qu'en astrologie c'est quelque chose qui est assez rare, une vraie recherche scientifique. Et puis ensuite, ça recoupait un certain nombre d'axes de recherche de l'école conditionnaliste dont je fais partie. Et bon, j'avoue que c'est assez intéressant maintenant d'écouter Arthur nous reparler de cette cosmologie, parce que bon, effectivement, il aura certainement fait des progrès dans sa présentation et peut-être dans la structuration de son système, et je pense qu'on va y prendre pas mal de plaisir. Bien que c'est quand même, d'après ce que je me souviens et de ce que j'ai lu, assez ardu. Alors je vous souhaite bonne chance. Bon, alors je tiens. Le principe, c'est une cosmologie. Bon, alors je vais vous en parler. Le principe, c'est de démontrer, par ce qui est enseigné strictement à l'université, comment un esprit peut s'incarner. C'est le but. Bon, tout le monde sait qu'un esprit s'incarne, mais on peut le démontrer par un formalisme scientifique. Alors, c'est presque pendant 3 décennies la manipulation de la direction évolutive de Néroman qui m'a progressivement mis sur la voie d'une cosmologie très unitaire. Même si j'ai commencé à en accumuler les matériaux dès 1960, Uranus transitant son opposite, c'est à ce moment-là qu'on est très productif, 38-42 ans, et remarquez bien que je l'ai écrit et publié en 1970. C'est passé dans la revue Métapsychique. C'est en 82-84 que j'en ai réalisé l'ampleur et la nature. Il fallait qu'Uranus transite son dernier carré pour que je réalise l'implication de celle-ci avec le phénomène astrologique. Quand Uranus a touché son premier carré par les transits purs, j'ai rencontré l'astrologie sous forme d'un bouquin qui était chez mon père, et dans l'heure qu'a suivi, enfin dans les 2-3 heures qu'a suivi, j'ai monté mon thème. Enfin j'ai essayé parce que c'est un mauvais livre d'astrologie, c'est un truc pour les débutants, etc. Mais vous voyez, dès que je suis tombé sur l'astrologie, il a fallu que j'essaye de monter mon horoscope. Uranus transitant son carré. À la suite de quoi, parce que Uranus transitant 3 fois son carré, ça met donc environ 1 à 2 ans. Et dans le même transit, peut-être la 3e fois, alors que j'étais en Mauritanie, j'ai reçu une publicité, journal Gringoire, c'était il y a longtemps, et j'ai une publicité sur, comment ça s'appelle, l'encyclopédie des sciences occultes qui avait été entièrement faite par Néroman. C'est comme ça que, si vous voulez, que je suis rentré dans l'astrologie. Je ne peux m'étendre ici sur cette direction évolutive. Elle est passée dans l'astrologue, elle va passer ailleurs, mais c'est elle qui m'a fait apparaître qu'au moment d'une naissance, il y avait création d'un espace-temps individuel de par la dissociation et le détachement du sensitif. Le sensitif, d'après Néroman, c'est l'ensemble des 12 maisons. Je crois qu'Haeckel en a parlé un peu ici, il y a 2-3 mois, en décembre. Voilà. D'accord. Symbolisé, matérialisé par les 12 maisons du nouveau-né, du système domanial de la Terre qui lui a servi de matrice, donc de mère. Terre-mère, Vierge-mère. Alors, je pars du principe suivant dans mes théories, c'est quand il y a naissance, il y a création d'un espace-temps, le même que celui d'Einstein, mais à un niveau individuel. Vous comprenez? Et ça, personne ne l'a encore perçu sur le plan astrologique. On est dans un espace-temps particulier, et non, c'est pas cette conférence. Vous voyez, et on est indépendants les uns des autres, vraiment, on est dans un espace-temps particulier.
toutes les directions partent d'un horoscope. Toutes les directions partent d'un horoscope fixé, celui de la naissance, fixe celui de la naissance. Et l'on fait se mouvoir des planètes fictives selon divers systèmes, direction primaire, secondaire, etc. Donc, tous les systèmes de direction font se mouvoir artificiellement ou symboliquement ou pragmatiquement. On vous fait... C'est-à-dire, vous avez le thème de naissance et on fait mouvoir des planètes. Eh bien, ce qu'ils ne savent pas les gens, c'est qu'ils font mouvoir l'espace-temps. Un espace-temps individuel. Vous comprenez? Donc, ce que je vous dis là, la direction évolutive fait rétrograder les maisons selon une loi. Toutes les directions primaires en font autant, selon 1 degré par an, etc. Donc, il y a divers systèmes, mais tout système tend à démontrer qu'il y a, qu'une fois né, l'individu se meut différemment de celui de la Terre. Vous comprenez? L'erreur qu'on fait, lorsqu'on fait mouvoir une planète vers une autre, c'est de croire qu'elle est seule. Avec elle, c'est un horoscope bis qui se meut. La personne, jusqu'à ce jour, s'est demandé d'où venait cet horoscope bis. À mon avis, bon. Cet espace-temps individuel relevait de la cosmologie à titre de promotrice, qu'ainsi l'entité incarnée venait d'ailleurs. La cosmologie ci-après révèle qu'en un seul point d'univers peuvent coexister une multitude d'espaces-temps à la dimension humaine. Il est évident que cette cosmologie relève de l'axiomatique, entre parenthèses, proposition évidente par elle-même, qui n'est susceptible d'aucune démonstration. Elle a néanmoins reçu un satisfecit de Stéphane Lupasco et l'objet d'une correspondance avec Raymond Abellio, voir l'astrologue numéro 70-75. Lorsque l'on dépasse l'astrologie pour aborder les causes premières, l'on est obligé d'avoir recours à la cosmologie, et la science de celle-ci est la géométrie spatiale. La géométrie spatiale est son outil privilégié. Tous les astrologues et les astrophysiciens de haut niveau finissent par bricoler, le mot est juste, un modèle cosmologique, ne serait-ce que pour justifier leur propre théorie ou leur mandarinat. Comme ils ne connaissent qu'une seule matière, celle physique, à l'exclusion de celle biologique et celle psychique, entre parenthèses, voir les 3 matières de Lupasco, il s'avère que leur cosmologie puisse être bancale et cela les frustre. Même Einstein et Monod, Jacques Monod, reconnaissent implicitement qu'ils auraient eu besoin l'un et l'autre d'une cosmologie adéquate à leurs travaux, et ce malgré les nombreuses cosmologies disponibles. Pour Henri Poincaré, l'un des plus grands mathématiciens de son temps, 1854-1912, la géométrie, cet outil privilégié de la cosmologie, est une sorte de convention, de code mal taillé, de notre amour de la simplicité et notre désir de ne pas nous écarter de ce que nous apprennent nos instruments, cette convention définissant à la fois l'espace et l'instrument parfait. Donc, pour pouvoir comprendre l'espace et l'au-delà, on est obligé de faire une cosmologie. C'est le seul moyen qu'on a. La première approche très unitaire en géométrie est le fait de 2 grands philosophes et géomètres, Pascal et sa démonstration algébrique des coniques. Alors voilà les coniques. Et je vais vous expliquer après. Et Descartes avec sa démonstration de la section, bon non, c'est Descartes ça, d'un cône du second degré ou section conique. Il faut considérer ici le double cône joint par les sommets. Grâce à ces 2 modèles, Henri Poincaré constate qu'il n'y a que 3 géométries spatiales possibles. Celle d'Euclide, celle dont se servent nos architectes, celle de Riemann, celle qu'a employée Einstein, et celle de Lobachevsky. Elle a été faite aussi par Gauss, par Bolyai, etc. Ces 3 géométries sont isotropes et homogènes et appropriées aux lois de la gravitation relativiste. Parmi les 3 sections possibles, elliptique, parabolique et hyperbolique,
seule salle hyperbolique peut couper simultanément les deux nappes coniques. De ce fait, nous avons un modèle topologique, Canalis Situs, qui permet la communication entre les deux nappes, c'est-à-dire d'avoir la possibilité d'entrer et de sortir de notre univers local qui, lui, est clos et fini. Vous voyez, cette cosmologie permet le passage d'ici à l'au-delà. Et comme c'est un instrument reconnu par les scientifiques, nous avons là une possibilité. Dans l'optique géométrique de la section d'un cône du second degré par un plan passant par les sommets, la section conique vient vous dire, bon d'accord. Le nombre de parallèles que l'on peut mener à une droite donnée en un point donné est égal à 1 dans la géométrie d'Euclide, égal à 0 dans la géométrie de Riemann et infini dans celle de Lobachevsky. Des espaces hyperboliques infinis, la force arrivant ici met en route, ça c'est ma théorie, met en route la ligne droite est torsadée. Alors donc, une force venante qui est hyperbolique infinie, c'est-à-dire que la ligne droite, lorsqu'elle heurte l'espace sphérique de Riemann, qui est la science, n'est-ce pas, elle se met en route, elle devient droite, mais elle est torsadée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où cette source qui vient de l'infini, y compris l'esprit, n'est-ce pas, elle met en route l'espace de Riemann, donc crée l'univers, et se met en espace torsadé. Or, il est évident que tout est tourbillonnaire, n'est-ce pas? Toutes les galaxies, etc., ça tourne, c'est tourbillonnaire. Alors, le nombre de parallèles que l'on peut mener à une droite donnée par un point donné, c'est pour moi qui dis, c'est un résultat égal à 1 dans la géométrie d'Euclide, égal à 0 dans la géométrie de Riemann, et infini dans celle de Lobachevsky. Ainsi, d'après cette cosmologie, à ce point-là, à ce point-ci, où les forces venant d'ailleurs rencontrent l'espace courbe de Riemann, on peut mener au même endroit une infinité de parallèles. C'est-à-dire qu'ici, nous sommes actuellement
coexister d'après la théorie de Lobachevsky. Lobachevsky, c'est le plus grand de l'homme. Donc peuvent coexister ici une infinité de parallèles. Dans certains cas, dans notre vie, on se chevauche parfois 1, 2, 3 univers parallèles. Et à mon avis, lorsqu'on fait de la parapsychologie, on passe par un univers parallèle, qui est voisin, qui est très voisin. Alors, comment peuvent coexister, comment peut-on passer d'un univers à l'autre? Je vous donne la démonstration. Vous avez un poste de télévision, n'est-ce pas, qui est là. Hein? Vous avez une antenne qui est sur le toit, pareil. Coexistent sur cette antenne des millions d'ondes qui viennent de radio, vous voyez, ils coexistent, ils sont là. Alors, nous pouvons assimiler les univers parallèles. Monsieur Lebeau, nous enregistrons là. D'accord, que vous êtes obligé de D'accord. Alors, comme démonstration, donc je vous parle de ce poste de télévision. Sur l'antenne coexistent toutes les ondes radio et télé. Ils sont présents. Vous n'avez qu'à tourner le bouton, vous en avez une. Donc, que ce soit un poste de radio ou un poste de télévision, considérez-le comme un espace. Un espace-temps, vous voyez. Et pour pouvoir passer d'un espace-temps à un autre, c'est-à-dire la première chaîne à la deuxième à la troisième, il suffit que vous tourniez un bouton. Vous voyez. Il faut donc qu'il y ait un appareil topologique qui vous permette de passer à une chaîne à une autre. Donc tous les univers coexistent dans le poste de radio ou de télévision, mais en tournant le bouton, on passe d'un univers à l'autre. C'est un exemple analogique. Hein. Et ça se passe ici. Ça, si vous voulez, en quelque sorte, l'hyperbole qui coupe les deux, c'est le bouton qui permet de passer d'un espace à un autre. Monsieur Lebeau, on va essayer de faire un peu le point sur ce que vous dites. J'ai presque fini là. Non, mais je veux dire... bon, allez-y. Parce que je crois qu'il y a peut-être des choses qui... Non, mais après, on demandera aux gens de poser les questions. Non, mais pour poser des questions, il faut comprendre de quoi on parle. D'accord. Donc il faudrait que M. Doré fasse une petite mise au point actuellement pour que justement on puisse redémarrer. Bon, je lis ça et puis c'est fini. Hein. Bon. Hein, et puis, Bon, d'accord, oui. Bon, alors, ces deux théories laissent supposer qu'en un seul point d'univers, au même endroit, il peut entrer... Pas si vite, pas si vite. Non, mais pourquoi encore plus vite peut-être, oui. Ces deux théories laissent supposer qu'en un point d'univers, au même endroit donc, il peut entrer et sortir une infinité de systèmes énergétiques, qu'ils soient de nature physique, biologique, psychique et nologique. Nologique, c'est la science des esprits. Et pas seulement physique, comme le veulent toutes les cosmologies énoncées à son jour. C'est à ce point d'univers que l'on pourrait situer l'articulation topologique entre l'univers dit parallèle et le nôtre. Un exemple de cette articulation topologique nous est curieusement offert par le roi Gourand, ou à son insu, semble-t-il, et pour expliquer l'émergence de la fougueuse irruption du phénomène techno-socio-culturel chez les kidams du Magdalénien, au moment crucial de l'apparition du néolithique, prend comme modèle explicatif une pyramide à deux nappes conjuguées, méthode Poincaré, donc joint par les sommets, pour les coniques, comme pour les coniques de Descartes. Bon, alors, je demanderai à monsieur, bon là, nous sommes assez pris par le temps, je vais demander à monsieur Doré, avant de passer à monsieur Delebarre, qu'il nous résume un petit peu l'intérêt de la démarche de monsieur Lebeau. Parce qu'à la différence d'entre vous... Et vous posez les questions. On a très peu de temps pour les questions. Il aurait mieux valu que les questions soient posées petit à petit. Alors, je voudrais d'abord situer mon rôle, parce que je crois que c'est important que chacun se situe, surtout dans un colloque où il y a d'une part des origines extrêmement différentes, d'autre part des spécialités différentes, et puis surtout des tempéraments différents, avec un certain nombre de divergences. Bon, mon travail, si j'interviens en tant que modérateur, selon les personnalités, je ne le ferai pas de la même façon. Bon, il est évident qu'avec Arthur, ce type de démonstration, sachant qu'elle est très courte,
et qu'elle est en plus extrêmement foisonnante, il est difficile de le couper. Parce que déjà, si on le laisse faire son intervention, c'est très compliqué, mais en plus si on le coupe, ça devient encore plus compliqué. Donc, j'ai pas du tout effectivement l'intention de reparler à sa place, parce que moi-même, je dirais, j'ai pas les éléments scientifiques qui sont extrêmement fins pour pouvoir le faire. Par contre, il y a un certain nombre de choses qui m'ont interpellé en tant qu'astrologue. Moi, je suis astrologue d'abord. Bon, ensuite, je m'intéresse à un certain nombre de choses. Bon, lorsque Arthur a commencé son intervention, il a parlé d'astrologie, hein, il a parlé des directions primaires, secondaires, des directions évolutives de Don Néroman, du sensitif de Néroman. Et puis ensuite, l'astrologie, elle a été oubliée, quoi. Alors, comme c'est quand même un congrès d'astrologie, l'important c'est d'y revenir. Alors, je vais simplement relever des choses qui m'ont semblé importantes, et puis vous renvoyez ça comme questionnement, et puis si vous en avez d'autres, évidemment à Arthur Lebeau, et puis si vous en avez d'autres, éventuellement un débat peut s'instaurer. Donc, la première chose qui m'a semblé effectivement importante, c'est ces fameuses directions évolutives de Don Néroman, ce sensitif de Don Néroman et son évolution, qui je crois quand même engage et est en rapport avec la courbe du temps de Lecomte du Nouilly. Bon, ça resterait à expliquer. Ça, c'est une autre conférence. Oui, mais enfin, je veux dire, c'est une des choses qui m'intéresse. Bon, donc, est-ce qu'on pourrait expliquer ou s'interroger sur ce que c'est que cette direction évolutive de Don Néroman et ce sensitif? Bon, peut-être à ce moment-là, quelqu'un peut dire des petites choses comme Madame de Bock très rapidement. Deuxièmement, Je peux répondre là oui. Ce truc. Non, je vais finir quand même. Je vais faire Si, non, parce que là, il faut que je réponde à ça. C'est très court. Alors. Non, attends, Arthur. Je préférerais dire des choses qui m'ont questionné, et puis ensuite, ça s'installe. Hein. Bon. La deuxième chose qui me pose question, c'est le rapport qu'il y a entre toutes ces notions géométriques, hein, et que toi tu utilises dans un modèle cosmologique, et l'astrologie. Moi, pour l'instant, je ne vois pas de rapport entre un thème natal, entendu, c'est-à-dire une photographie stylisée du ciel, ce que l'on peut en faire comme interprétation, et ça. Ça, c'est une explication, disons, éventuellement scientifique, encore qu'il n'y a pas de démonstration ici, mais du monde, mais par rapport à l'astrologie, moi, je ne vois pas de rapport direct. Ensuite, troisième chose qui m'a semblé important, c'est ce rapport entre cette cosmologie, effectivement, qui ne manque pas d'intérêt, et ce que tu appelles les univers parallèles, et ce que tu appelles la parapsychologie. Alors, qu'est-ce que c'est que la parapsychologie? Quel rapport avec l'astrologie? Quel rapport avec la cosmologie? Bon, moi, c'est les trois points qui m'ont semblé importants. Et pour résumer très rapidement ta démarche, si j'ai bien compris, par une explication, je dirais, géométrique des formes et de la topologie, tu es capable d'expliquer, et moi c'est ce qui me surprend, comment un personnage s'incarne dans la matière, comment un esprit s'incarne dans la matière. Donc d'abord, quel rapport avec l'astrologie? Et deuxièmement, j'ai toujours pas compris comment il s'incarne. Alors, en ce qui concerne cette démarche-là, partant de Néroman dissocier le thème de l'horoscope en le faisant tourner à une allure asymptotiquement décroissante par rapport au thème de naissance. Ça veut dire quoi, asymptotiquement décroissant? Ça veut dire que ça tourne et la vitesse diminue, sans jamais s'arrêter. C'est-à-dire que le mouvement initial qui permet à l'horoscope de faire le tour du zodiaque jusqu'à 2 ans, n'est-ce pas, 2 ans et 1 mois. Quand il fera son deuxième tour, ça sera 9 ans et 9 mois. Le troisième tour, ça sera 38 ans et 4 mois. Le quatrième tour, 145 ans. C'est ce qu'on appelle la décroissance asymptotique. Et ça diminue toujours, mais ça tend vers 0, mais ça ne peut pas toucher 0. Oui, ça veut donc dire que la vitesse de révolution de cette direction diminue. Mais ça veut dire aussi, quelle est la conséquence sur le plan humain? Parce que c'est important. Ça veut dire que l'individu voit le temps passer plus vite au fur et à mesure qu'il vieillit. C'est ça. Voilà. Les vitesses de... Oui, mais ça, c'était une autre conférence. Bon, ouais, non, mais je veux dire... comment t'expliquer la vitesse de cicatrisation des plaies est 5 fois supérieure.
plus lente à 60 ans qu'à 10 ans. Le temps paraît 5 fois plus vite à 60 ans qu'à 10 ans. Vous voyez, et la loi évolutive, et le rapport de la loi évolutive de Néroman est justement de 1 à 6. De 1 à 5, pardon. Vous voyez, ça, je trouve ça intéressant. Enfin, je le raccroche par rapport à l'ensemble du congrès, parce que il y aura un certain nombre d'interventions qui seront faites par des animateurs de l'école conditionnaliste sur ce qu'on appelle notamment la théorie des âges et le système RET. Et en astrologie conditionnaliste, Jean-Pierre Nicolas s'est servi, est parti de cette hyperbole de cicatrisation, de vitesse de cicatrisation, pour justifier son système. Bon, je veux dire, c'est intéressant sur le plan. Toi, t'es parti d'autre chose pour aller à autre chose, mais on a des repères importants, quoi. Bon, j'avais donc d'une part une cosmologie qui était à moi personnelle et la loi évolutive de Néroman, et je me suis aperçu que c'était en fait les comment on appelle ça, les ce qu'on fait tourner à 1 degré par an, ça s'appelle Direction. Les directions. En fait, les directions prouvent, toutes les directions prouvent, y compris la loi évolutive, qu'il y a dissociation entre l'horoscope d'un individu aujourd'hui et son thème de naissance. Vous voyez, il y a une orientation qui est, qu'elle soit artificielle, qu'elle soit 1 degré, 1 an, ou toutes sortes de combinaisons, il y a donc dissociation. Et ce qui fait que on est tous, et c'est là que ça m'est apparu, qu'on était tous dans un espace-temps particulier. Bon, si je peux te... On est tout seul dans un espace-temps particulier qui évolue tout seul, disons, axé sur la Terre et sur le zodiaque. Bon, pour faire la liaison entre ces deux éléments, bon, d'une part, si effectivement ces progressions représentent pour toi une rupture, il n'y a pas une continuité. Une rupture. Ah ben non, c'est-à-dire que à partir de la naissance, les 12 maisons de l'individu sont entraînées dans un mouvement qui lui est propre. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, il n'y a plus rien à voir entre l'horoscope entraîné et le mouvement initial. Vous comprenez? Car, mais ça c'est la méthode Néroman. Toutes les planètes se sont incarnées dans ce sensitif qui se met à tourner selon une vitesse évolutive qui lui est personnelle. Et ça n'a plus rien à voir avec la naissance. Ceux qui font l'horoscope sur un thème natif font l'horoscope d'un mort-né. Alors qu'avec Néroman, on fait l'horoscope d'un être vivant. Mais je me sers aussi de l'horoscope du mort-né, hein, je tiens à vous le dire tout de suite. Oui, pourquoi faire? Quel est l'intérêt de se Oui, servir de l'horoscope du non, mort-né? mais alors là, il me faut 2 heures pour expliquer, c'est pas possible. Ah oui, mais c'est peut-être Je l'explique à... Ah oui, mais il faut 2 heures, excuse-moi. Oui. Voilà. C'est une toile de fond... Oui, parce que... Parce qu'il y a dit qu'en tournant, n'est-ce pas, cet horoscope qui tourne et qui se différencie, en tournant, il va avoir des points qui vont communiquer quand même. C'est un point de départ. Oui, est-ce que vous pouvez développer rapidement, quoi. C'est-à-dire que le débat est censé il est également prévu ce matin, donc c'est très bien de faire la... Qu'est-ce que vous pensez? Oui, je suis assez d'accord avec la théorie de M. Lebeau. C'est le thème natal se révèle quelque chose de superficiel, c'est-à-dire une coque dans laquelle va s'enfermer l'être. Et alors l'être est indépendant finalement à l'intérieur de cette coque. Cette coque, elle, est réelle. Et on est obligé de s'en servir pour rentrer dans l'être, parce que je ne peux pas rentrer dans l'être autrement que par la structure que j'ai reçue à ma naissance. C'est ça. Mais l'intérieur, c'est le fondement même de ce que je vais expliquer, est très différent. D'accord. Alors, cette coque que vous parlez, hein, oui. Cette coque que vous parlez, ce sont les 12 maisons du sensitif. Vous comprenez? La seule existence en astrologique, c'est les 12 maisons, et non pas le passage sur le zodiaque. Vous comprenez? Et alors, moi, donc, j'ai donc fait ce rapprochement
à partir du moment où l'on constate, qu'il y a un sensitif, 12 maisons, une coque qui est indépendante du zodiaque de la naissance, j'ai fait le rapprochement avec ma cosmologie. On est dans un espace-temps particulier, et c'est moi qui le dis pour le premier, on est dans un espace-temps particulier. Voilà, mais ce que j'ai beaucoup apprécié dans votre théorie, Monsieur Lebeau, c'est cet effort que vous faites pour créer une métaphysique. C'est ça. C'est-à-dire quelle est, en fond, cette chose fantastique de cette relation de l'homme avec le ciel. C'est quelque chose de fabuleux, et je crois que même si c'est obscur parfois, c'est quand même excellent ce travail métaphysique que vous faites pour essayer de faire cette liaison. Elle est comme toutes ces choses très difficiles à mener, mais moi je la sens et je la pressens sans pouvoir vraiment l'expliquer, mais je suis obligé de m'en servir. Vous verrez tout à l'heure qu'un de mes dessins, c'est vraiment votre hyperbole. Et il y a une sorte de retournement qui se fait. Et... Vous comprenez, il y a actuellement une théorie de l'incarnation. Voilà, c'est ça. De la réincarnation, du karma, etc., etc. Personne n'a expliqué. Moi, j'essaye de l'expliquer parce qu'on enseigne à l'université, et non pas ce qu'on dit dans des bouquins hindous, chinois, etc. Vous comprenez ? Moi, ce que je vous donne, c'est un modèle cosmologique qui a été créé par Henri Poincaré. C'est pas moi. Je crois que toutes ces choses-là, la théorie de M. Lebeau en particulier, qui est extrêmement intéressante, est une chose qui est une approche métaphysique, qui nous permet de comprendre, mais quelque chose qui est au-delà de la logique. Il va falloir passer par une autre, je l'expliquerai tout à l'heure. Peut-être que vous pourriez l'expliquer maintenant. Ben non, parce que, écoutez, il faut que l'on comprenne tout le... Non, mais je crois que... Ben oui. C'est sûr. Ben oui. Bon, alors posez une question. Effectivement, il faut pas laisser la parole à M. Delebarge quand on ne peut pas approfondir. Mais que monsieur pose la question. Non, mais c'est une question d'expression. Oui. D'accord. Mais vous n'avez pas une question à poser? Écoutez, je crois qu'il faut ça. On a un temps limité. Attends. Vas-y. Voilà, bon, c'est ça. Donc, bon, pour essayer de faire un petit peu un point de synthèse là, par rapport à ce qui vient d'être, de tout ce qui vient d'être dit. Bon, il y a des gens pour qui c'est simple, il y a des gens pour qui c'est complexe, parce qu'on n'a pas les mêmes références. Alors, bon, Monsieur Delebarge, lui, voit effectivement très bien ce qui se passe dans le système d'Arthur Lebeau. D'autres voient pas très bien. Ce que j'aurais envie de faire maintenant, c'est réexpliquer rapidement le rapport qu'il y a entre ta théorie et le thème. Hein, ou que quelqu'un le fasse. Est-ce que Madame de Bock peut venir très rapidement... Mais, attends. Est-ce que vous pouvez très rapidement venir expliquer ce qui se passe sur le plan du sensitif au niveau d'un thème natal par rapport à ce que vient de dire Arthur? D'accord? Mais en quelques minutes, pour montrer comment, dans le système de Donner-Roman, ce sensitif tourne, il a expliqué, et ce que ça implique sur le plan du travail en astrologie. Oui, Hein? bien sûr. Et ça permet aussi de dater. Moi, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus logique et plus d'une continuité de se servir, par exemple, à tous les anniversaires, de la théorie de Donner-Roman plutôt que de la révolution solaire, malgré que je fais les deux. Le problème n'est pas là. Parce que le décalage qui est entre d'une année à l'autre avec l'ascendant nouveau que vous avez, c'est pas tout à fait ce qu'il faut. Hein. Vous décalez donc d'un anneau à l'autre, d'une année à une autre, vous avez une différence, je crois que c'est de 90 degrés entre l'ascendant et le milieu du ciel. Donc, pour Donner-Roman, nous avons donc 4 cycles que nous en avons parlé. Donc le premier cycle, il est très très rapide parce qu'il est très
nous avons donc au départ un déplacement du milieu du ciel, puisque nous nous servons des milieux du ciel pour faire tous les calculs, qui est d'1 degré par jour. Et à 60 ans, nous n'avons plus que 4 degrés par an. Alors ça veut dire quoi? Eh bien, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus lent qu'au départ de la vie. Nous nous formons, nous nous constituons, nous arrivons donc à 2 ans à avoir vécu l'ensemble déjà de notre avenir. Et après, nous l'élargissons comme un arbre qui est tout étroit au départ et puis qui va donc faire 4 cycles. Et il y a un repère entre les cycles.